bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette invitation. Permettez-moi de commencer mon intervention par son résumé et sa conclusion, de peur dans le temps imparti de ne pas arriver jusqu'à elle. Mon sujet, ce sont les patients dits borderline, ce qui est une façon de les stigmatiser, disons les fonctionnements limites. Ces patients aux antécédents traumatiques, en plein et en creux. Mon sujet, c'est leurs angoisses archaïques, agoniques, primitives, leurs peurs. Mon sujet, c'est leurs attentes et leurs illusions générées par ces angoisses. Mon sujet, c'est les fantasmes qu'ils ont développés à partir de ces traumatismes et des angoisses qu'ils ont générées. Ma conclusion, c'est que la valeur d'un homme, c'est une phrase de Nietzsche, la valeur d'un homme se mesure à la quantité de vérité qu'il peut supporter. Et oui, dans la psychothérapie que nous allons proposer à ces patients, la valeur de cette psychothérapie, son efficience dépend de la quantité de vérité que ces patients peuvent supporter. Il est vrai que pour tout un chacun, la vérité du réel est insupportable et que pour bon nombre d'entre nous, c'est fort à parier que l'heure de vérité ne sonnera pas avant l'heure de notre mort. Et c'est peut-être tant mieux pour nous. En tout cas, pour mes patients, ceux dont je parle, ces patients dont je m'occupe à l'Institut Mutualiste Montsouris, pour eux, ils ont déjà très tôt, beaucoup trop tôt, connu leur heure de vérité, chassés qu'ils ont été de l'enfance par une gifle, par un coup de pied, par une maltraitance, par une négligence, par un abus sexuel, par une humiliation. Tous autant que nous sommes, l'on passe une grande partie de notre temps à dénier la réalité et la vérité. On fait comme si. Et en même temps à s'inventer des fictions compensatrices qui font que nous sommes des scénaristes de notre propre réalité. Aussi, ne reprochons pas à ces patients particulièrement agités, surtout en ces temps-ci en post-confinement, de faire beaucoup d'histoires, de raconter beaucoup trop d'histoires. De fait, eux ont été très tôt désenchantés, désillusionnés de cette vérité et de ce du réel, et c'est pourquoi ils ont besoin de ces compensations. La question de la quantité de vérité supportable que peut supporter un homme, c'est la quantité qui lui évite l'aveuglement, c'est le mieux, le pire, l'implosion, la dépersonnalisation, et le pire encore, l'aspiration dans le vide du trou noir, de l'absence de vérité, avec le risque de tentative de suicide si fréquent chez ces patients borderline. Le psychothérapeute que je suis se pose cette question de la quantité de vérité supportable par ce patient. Et c'est ces patients qui font beaucoup d'histoires, qui en racontent beaucoup, faute d'avoir une histoire soutenante, de travailler à essayer de construire avec eux une nouvelle histoire dans le transfert, contenante et soutenante. Ces patients, on leur a beaucoup menti, on les a beaucoup abusés, affectivement et même sexuellement. Aussi, ils mentent. Leurs mensonges, ce sont souvent des dénégations vitales, comme autant de tentatives désespérées de maintenir une assise identitaire qu'ils pressentent précaire et vulnérable. Ils ne disent jamais la vérité qui les désanime, car de trop la connaître, ils sont obligés de la dénier pour obliger de survivre. Leurs mensonges, ce sont souvent des mensonges d'enfants, des mensonges lanceurs d'alerte. Il y a un loup ou il n'y a pas de loup, qui ne cherche pas à être démenti et qui cherche surtout à être rattrapé. Et de ne pas pouvoir vraiment mentir, ces patients sont extrêmement fragilisés dans la vie de tous les jours, dans un monde adulte qui est de plus en plus cynique. Ils n'ont pas les capacités, du fait de cette enfance maltraitée, de jouer le jeu de la vie sociale avec les faux semblants et les vrais semblables. Alors ils sont parfois trop cash, jusqu'au délire de chagrin qui ressemble à une mythomanie. Ou alors trop contaminés par la perversité adulte de l'abus, s'identifiant à l'agresseur, devenant terroristes terrorisés, sensitifs, limite parano, ils deviennent aussi, eux, comme l'agresseur, manipulateurs pour contrer une manipulation. Ils évitent de se faire avoir encore une fois. Face à de tels patients avides de vérité sur les autres et sur eux-mêmes, mais sur ce fond sensitif, l'approche est évidemment difficile. Quelle quantité, mais aussi quelle qualité de vérité autour du trauma, sur ce qui a eu lieu d'être,
les effractions, les abus, sur ce qu'il n'y a pas eu lieu d'être, les maltraitances, les absences, les discontinuités de présence, sur quelle nature de vérité à dévoiler lors du traitement pour qu'ils cessent d'avoir peur en dressant des symptômes défensifs, tentatives de suicide, automutilation, toxicomanie, anorexie, des symptômes défensifs qui auront été la dissolution toxique trouvée au moment aigu, une stratégie de survie, et qui deviennent le problème à la longue. Comment ces patients vont-ils au mieux pouvoir s'expliquer, au pire devoir s'arranger lors du face-à-face qui s'impose dans la psychothérapie entre leur mythologie personnelle, compensatrice, et la vérité psychique intérieure avant que morale? Comment, et c'est là le point essentiel de mon propos, je le donne, ils ne peuvent le faire que dans une invention, recréation d'eux-mêmes à partir d'une renaissance dans le transfert. Comment? Schématiquement, bien sûr. Après avoir dégagé avec eux une part de la vérité nue, dégager la part sombre, c'est-à-dire détoxifier ce qu'ils disent de la falsification de la réalité par les bourreaux. Oui, l'abus a eu lieu, malgré les termes abjects de non-lieu et de prescription que la justice tardive leur oppose. Dégager de la part maudite. Oui, ils ont été contaminés, parasités par cette agression. Il faut les détoxifier des fantasmes que le trauma et l'abus ont générés et qui les contaminent. Ils sont aussi partie prenante maintenant, qu'ils le veuillent ou non, de ce qui s'est joué. Après avoir donc démasqué l'autre, le prédateur, l'abuseur, soit la victime, après avoir démasqué l'autre en soi, la zone grise de Primo Levi entre le bourreau et la victime, il reste à co-créer dans le transfert, de par la grâce de l'imaginaire, des étoffes de pensée pour remplir les vides, les trous, les pièces absentes du puzzle de l'histoire. Les vides de ce qui n'a pas eu lieu d'être, du fait de la carence, de l'absence, de la discontinuité de présence. Les vides de ce qui a eu trop lieu d'être, du fait des effractions incestuelles ou incestueuses qui ont fait sauter le système de parexcitation. Qu'est-ce que c'est que le vide qui a eu trop lieu d'être? C'est que lorsqu'un père abuse sa fille, en dehors de l'effraction et du toxique, de la bombe du temps qu'il inscrit dans le corps de cette fille, il ne lui donne pas la possibilité de savoir ce qu'est qu'un père tendre. Il reste, à partir des restes, des traces mnésiques, à se construire un passé source d'un autre futur. C'est une phrase de Pierre Aulagnier. Autrement dit, il reste dans la cure à retrouver l'enfant dans l'adulte, descendre dans le trou où il s'est niché, lui donner la main, le questionner sur ses désirs et sur ses ambitions d'avant le traumatisme et relancer le travail associatif de rêverie et rétablir ainsi la continuité avec le temps d'avant le trauma. Il reste, point important, le plus important de mon intervention, que cette relance permette de sortir cet enfant d'un destin dicté par l'inconscient, d'une mémoire traumatisée, par la contamination du prédateur. Il ne faut pas qu'il devienne conformiste, le bourreau après avoir été la victime. Et pour éviter ce destin dicté par l'inconscient que le traumatisme a installé, il faut dévoiler les liens sadomasochiques inconscients qui lient et allient les victimes et les bourreaux, pour qu'il puisse accéder lui-même à un choix d'une destinée et non d'un destin. Attention, lors de la cure, à la véracité de la plaie. Je cite une phrase d'un auteur, « Car elle pensait petit, le regard là dans la pénombre que tranchait une porte entr'ouverte. Les murs étaient alors plus blancs. Ils n'étaient plus blancs, ils étaient peut-être gris. Elle tentait d'attraper un coin du voile, mais rien ne venait, seule la véracité de la plaie. Pendant tout un temps dans la cure, ne vient que la confusion entre la vérité et mensonge, entre bourreau et victime, cette fameuse zone grise, cette véracité, voracité de la plaie. On a levé un voile, un coin du voile, on a subi la véracité de la plaie, on a compris que le temps retrouvé ne peut être qu'un temps recomposé, et pour le reste, avec l'aide de l'imaginaire, il faut maintenant créer, avec le patient, dans le transfert, une vérité possible, concevable, nécessaire, pour survivre à l'âpreté du réel, d'un réel dont on pressent, dont on anticipe qu'à chaque fois, le traumatisme va ressurgir. Il faut, avec Marcel Proust, penser, P-A-N-S-E-R, penser une croyance, penser d'une croyance nouvelle, l'arrachement de celle avec laquelle j'avais vécu jusqu'ici. L'analyste, objet du transfert et auxiliaire psychique,
assistant à la narrativité, va permettre aux patients de sortir d'une histoire qui n'est pas la sienne et où on l'a forcé d'habiter. Il va sortir de cette histoire pour intégrer une autre histoire, celle qu'il va créer et inventer dans le transfert. Je cite un certain nombre d'auteurs. Michel del Castillo. La vérité, je ne la subis pas, je la fais, je la crée et je l'invente. Samuel Beckett. En proie au dur métier de rester vivant, je me fais l'inventeur de moi-même. La vérité à partir de rien. J'attends quelque chose qui ne vient pas, je l'invente. Tom Robbins. Il n'est jamais trop tard pour s'inventer une enfance heureuse. Louise Bourgeois. Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer, c'est ce que j'ai toujours fait. Plus profondément, il faut aider le sujet à apprendre à être celui qu'on est et celui qu'on peut devenir surtout. Lui faire accéder à une identité narrative, un récit de soi, une mise en intrigue de soi à travers des destins empêtrés, une fiction de soi qui lui permette de se construire et de se projeter dans l'avenir plutôt que d'être aliéné au passé. Il s'agit d'accéder à la possibilité pour ce patient de se défaire de ses racines toxiques et d'aller, en utilisant ses jambes, aimer ailleurs. Il s'agit de l'aider à se parfaire et parfois même il s'agit de l'aider à se refaire en se désaffiliant de cette parenté maudite. Il s'agit de l'aider à se réinventer en réinterprétant le monde sans a priori, à distance de son passé traumatique et des malheureux fantasmes qu'ils ont générés. Voilà, encore un mot pour finir, puisque c'est un colloque de gynécopsie et qu'il y aurait tellement de choses à dire et à développer, mais le temps imparti ne le suffit pas, développant au moins une chose, une collaboration encore plus étroite qu'elle n'est entre gynéco-obstétriciens et psychiatres et pédopsychiatres, pour avoir une prévention primaire sur les maltraitances et les abus sexuels, en gynécologie avec les aménorrhées et les anorexies qui masquent souvent des traumatismes sévères, et en maternité avec ces fameuses maternités qui se décompensent, qui se désorganisent parce qu'elles révèlent un trauma sexuel. Merci de votre attention.